Alors, c'est bien beau de savoir que la vitesse moyenne sur l'ensemble du mouvement était de 20 mètres par seconde. Mais maintenant, comment on fait pour savoir c'était quoi la vitesse à un certain instant? Donc, si par exemple, on veut savoir c'était quoi la vitesse de la voiture à l'instant t égale 8 secondes, c'est-à-dire la dernière portion du mouvement ici, c'était quoi sa vitesse instantanée à ce moment-là? Comment on fait pour trouver ça? Alors, pour ça, je vais vous ramener au graphique qu'on avait commencé à tracer à la dernière leçon. Et là, on avait vu que quand on a un graphique de position, ça c'est toujours par rapport, c'est sous-entendu position versus temps, et qu'on veut trouver une vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pente. On calcule la pente. Pour passer de la position à la vitesse, on calcule la pente. C'est ça que ça veut dire la flèche ici. C'est ça que veut dire cette flèche-là. Pour passer de là à là, je fais la pente. Donc, je fais une pente sur mon graphique de position. Sauf que là, le graphique, c'est celui que vous voyez, la ligne en rouge. Vous voyez que c'est une courbe, ce n'est pas une droite. Donc, comment je calcule la pente d'une courbe? Je ne peux pas. Ce que je dois faire préalablement, c'est de tracer une tangente. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une tangente? Le mot tangente, ça vient du mot latin tangere, qui veut dire toucher. C'est quoi le lien? C'est parce qu'une tangente, c'est une droite qui touche à une courbe en un seul point sans la traverser. C'est pour ça le lien avec toucher. Elle touche à la courbe en un seul point, mais sans la traverser. Donc en fait, il faut tracer une droite tangente à la courbe au point où on veut savoir la vitesse. Alors là, ici, le point, arbitrairement, là, on a dit on cherche la vitesse ici à la fin, à t égale 8 secondes au dernier instant. Parfait. Alors, le point qui est ici, le point en rouge, on trace une tangente à ce point-là, c'est-à-dire une droite qui épouse la courbure de la courbe en rouge et qui touche à cette courbe-là seulement au point ici. Et là, ça donne la droite en noir que vous avez ici, celle qui est identifiée par vitesse instantanée. La pente de cette tangente-là va nous donner la vitesse instantanée au temps 8 secondes. Donc là, dans le fond, là, on se ramasse avec quelque chose qu'on connaît. On a une droite, on cherche une pente. On sait comment faire ça depuis plusieurs années. Alors, quel point je dois utiliser? Ben, en fait, les points que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est une droite. Hein? Fait que quand on a une droite, puis on veut savoir la pente, on peut utiliser n'importe quel point sur la droite. En fait, la meilleure précision, c'est si on utilise les points les plus éloignés possibles. Donc, généralement, on pourrait, par exemple, utiliser un point qui est ici, en haut complètement, puis ici en bas complètement. Puis en fait, la droite, on aurait pu la prolonger. Arbitrairement, ils ont décidé de l'arrêter ici, mais on aurait pu la poursuivre plus loin. Donc en fait, ça aurait même été préférable, je pense, de poursuivre cette droite-là plus loin ici, peut-être jusqu'à l'axe du temps, et ensuite trouver où est-ce qu'elle intersecte ici. Fait que, utiliser un point ici, puis c'est ça qui permettait la pression maximale. Mais là, je vais me conformer là, à ce qui a été fait dans le livre, juste pour que ça soit plus clair. Alors, eux autres, ce qu'ils ont pris comme point, ils ont pris le point qui était déjà là, le point rouge, c'est-à-dire le point qui est à 8 secondes et 160 mètres. Et ils ont pris un point qui était à 7 secondes. Fait qu'un point qui était à 7 secondes, fait que si on regarde 7 secondes, fait qu'ils ont un point qui est ici. Mais là, c'est un peu dur de savoir c'est quoi la lecture exacte, ok? Mais là, ici, c'est un peu arrangé avec le gars des vues, parce que là, ils savent déjà c'est quoi la valeur qu'ils devraient avoir. Mais pour vous, en situation pratique, je répète, ce que je vous proposerais, c'est d'utiliser des points qui sont éloignés. Fait que le point ici, la droite qui est là, je la poursuivrais, comme ça, puis j'irais chercher un point qui est plus loin ici. Ça permettrait une meilleure précision en pratique. Mais si on prend leur point, donc le premier ici, on a on fait d'abord la différence des positions. Donc ici, c'est 160 mètres. Ici, ils ont estimé 120 mètres pour la position ici, sur la droite. Observez bien, hein, c'est la coordonnée sur la droite en noir et non pas sur la courbe en rouge. Alors ici, ils ont estimé 120 mètres à 7 secondes. Et ensuite, ils font la différence des temps. Donc 8 secondes ici, 7 secondes ici. Alors ça donne le calcul que vous avez ici. Et si on fait ce calcul-là, ça donne 40 mètres par seconde. Là, il y a une correction importante que je veux faire.
ils ont fait une erreur sur l'unité ici du numérateur. Le 160 et le 120, ce sont des distances, ce sont des mètres. Donc ici, c'est une erreur, ce ne sont pas des mètres par seconde, ce sont des mètres. Okay? Donc 160 mètres moins 120 mètres, divisé par 8 secondes moins 7 secondes. Et ça donne bel et bien des mètres par seconde au bout du compte. Donc ça, ce que ce calcul-là nous permet de faire, c'est de savoir c'était quoi la vitesse de la voiture à la toute fin ici. Et on a trouvé 40 mètres par seconde. Comparons ça avec la vitesse moyenne qu'on avait trouvée de tout le mouvement qui donnait 20 mètres par seconde. Est-ce que c'est logique que la vitesse finale, ici à la fin du mouvement, soit supérieure à la vitesse moyenne qui était de 20 mètres par seconde? Autrement dit, est-ce que c'est logique que la vitesse ici soit supérieure à la vitesse de la voiture sur l'ensemble du mouvement? Oui, parce que ici, c'est le moment où est-ce que la vitesse est la plus grande. C'est là où elle atteint sa vitesse maximale. Donc, bien entendu, ici, c'est normal que la vitesse qu'elle est là soit plus grande que la vitesse moyenne. En fait, ce qui se passe ici, c'est que la vitesse, elle commence à 0 et elle augmente jusqu'à 40 mètres par seconde. Fait qu'en moyenne, la vitesse moyenne, c'est 40 plus 0 divisé par 2, donc c'est 20 mètres par seconde. C'est une autre façon de vérifier notre calcul. Fait que ces deux valeurs-là sont cohérentes entre elles, autrement dit. C'est logique que si on passe de 0 mètres par seconde jusqu'à 40 mètres par seconde, ben en moyenne, on avait une vitesse de 20 mètres par seconde, qui est la moyenne. 20, c'est bien et bien la moyenne entre 0 et 40. Et cette logique-là fonctionne parce que je suis avec une accélération uniforme. Une chose intéressante, c'est que le graphique de position versus temps nous permet de déterminer si on est en train de gagner de la vitesse ou perdre de la vitesse. Donc, d'abord, on va faire une situation où est-ce que la voiture est en train de gagner de la vitesse. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que notre parabole, elle est incurvée vers le haut, comme vous voyez ici. Donc, la distance entre chaque point est toujours de plus en plus grande. Parce que la voiture parcourt d'une distance de plus en plus grande à chaque seconde. Ça va maintenant regarder une deuxième situation. Maintenant, c'est une voiture qui freine. Observez bien. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, la voiture, elle va vite. Et imaginez, c'est comme une voiture qui doit arrêter ici devant un feu rouge. Donc, au départ, elle va vite. Et là, elle freine jusqu'à atteindre l'immobilité. Ou le repos. L'immobilité, on appelle ça le repos en langage physique. Alors, on va voir ce que ça donne pour le graphique de position. Alors, le graphique de position versus temps va nous donner ce graphique-ci. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est l'inverse de tout à l'heure. À chaque seconde qui passe, le déplacement de la voiture est toujours de plus en plus court. Donc, l'espacement entre deux points est toujours de plus en plus petit. Et on atteint finalement une espèce d'asymptote là où est-ce que le graphique arrête de monter parce que la position devient constante. On atteint l'immobilité. Donc, dans ce cas-ci, on a encore une parabole, mais qui, cette fois-ci, est incurvée vers le bas. Tiens, mettons ça en relation avec une situation où est-ce que la voiture irait à vitesse constante. Donc, si la voiture va à vitesse constante, l'intervalle de distance à chaque seconde est toujours le même. Donc là, ce que ça va donner sur le graphique, ça va donner une droite. Parce que là, à chaque seconde, l'espacement entre chaque point est toujours le même. Donc, ça donne une droite. Alors que si la vitesse augmente, ça donne une parabole. Si la vitesse diminue, ça donne une parabole, mais ici, elle est curvée vers le bas. Alors, revenons maintenant à la situation d'une voiture qui accélère. Et observons ce que ça donne pour son graphique de vitesse en fonction du temps. Alors, observez bien. Maintenant, on a un graphique de vitesse en fonction du temps. Ce n'est plus la position, maintenant c'est la vitesse, mais toujours en fonction du temps. Voyons voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'on obtient maintenant une droite. La vitesse augmente linéairement. Même si la position, elle augmente exponentiellement, mais sa vitesse augmente linéairement. C'est-à-dire le gain de vitesse est constant d'une seconde à l'autre. On a toujours le même gain de vitesse à chaque seconde.
alors que le gain en termes de distance, lui, est toujours de plus en plus grand. On parcourt une distance de plus en plus grande à chaque seconde. Mais notre gain de vitesse est constant. Donc, si par exemple, on a une accélération de 2 mètres par seconde carré, ça veut dire 2 mètres par seconde à chaque seconde. Fait qu'on a toujours le même gain de vitesse à chaque seconde. Donc, mettons qu'on part de vitesse 0, puis après une seconde, on est rendu à 2 mètres par seconde. Après 2 secondes, on est rendu à 4 mètres par seconde, 6 mètres par seconde, 8 mètres par seconde, 10 mètres par seconde, 12 mètres par seconde. Le gain de vitesse est constant. C'est ça qu'on voit ici.